Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Les Maliens attendent avec impatience les résultats du premier tour de la présidentielle déroulée hier. La centralisation des votes a commencé ce lundi. Élections toujours. Les Zimbabwéens, eux, votaient ce lundi pour des élections générales, les premières depuis la chute de Robert Mugabe. Le terrorisme est en débat au Togo où une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à un sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Les autorités et la classe politique malienne saluaient lundi la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, malgré la perturbation du scrutin par des attaques dans le centre et le nord du pays et une participation qui s'annonce modeste. Les premiers résultats sont attendus d'ici mercredi. Les résultats officiels provisoires, eux, devraient être publiés vendredi avant un éventuel second tour le 12 août. Mais comme le souligne Jacques Aristide, envoyé spécial de VOA Afrique à Bamako, l'heure est au dépouillement. Reportage. Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Oh que oui, je suis confiante, parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en IBK. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme. À 2 pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Vous savez, la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement tant souhaité par le Malien lambda, que veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change. Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés. Et maintenant, les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitutionnelle va publier les résultats définitifs. Vous voyez donc des tendances. Va-t-on vers un second tour? On croit. Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Direction Bamako, où se trouve donc Jacques Aristide, l'envoyé spécial de VOA Afrique. Jacques, bonsoir. Les Maliens attendent donc les résultats de la présidentielle de dimanche. Quel est le climat qui caractérise cette attente? Bonsoir John, et bien sur la base de ce que j'ai vu aujourd'hui en sillonnant certaines grandes places de la capitale aujourd'hui, comme la place ACI 2000 où sont installés les quartiers généraux de certains candidats. Eh bien, c'était une ambiance, je dirais, plutôt calme. Les gens continuent de vaquer à leurs occupations, mais je dirais que j'ai même vu une certaine camaraderie parce que, comme vous l'avez vu dans le reportage, je me suis rendu dans ces deux QG de campagne, pratiquement côte à côte, et j'ai vu des partisans, des militants des deux bords se partager du thé ou même des cigarettes. Mais ça, c'est ici, dans cette partie de la capitale du pays. Je ne voudrais certainement pas m'avancer sur ce qui se passe ailleurs dans le pays durant cette attente, mais comme tous ceux et celles
que j'ai interrogés, des gens qui m'ont confié donc leurs sentiments. Ils veulent que ce climat apaisé se poursuive partout dans le pays parce que, évidemment, c'est un scrutin très important pour eux, un scrutin d'après eux qui peut permettre à ce pays de sortir de cette crise qui perdure depuis des années, John. Alors Jacques, les autorités semblent satisfaites du déroulement du scrutin, malgré, vous le disiez tout à l'heure, quelques incidents. Satisfaction également de la part des observateurs. Cela veut-il dire que tout le monde acceptera le résultat de ce premier tour ? Eh bien, John, en fait, vous me posez une question que j'ai justement posée au président du POSIM. Vous savez, ce pool d'observation citoyenne, il s'appelle Ibrahim Sango, il était dans le reportage. Eh bien, il m'a confié que, d'après lui, ce seront des résultats qui seront acceptables, que ce seront des résultats qui seront acceptés par les partisans et par les candidats. Et donc, voilà, évidemment, il y a des tendances qui se dessinent. Vous l'avez entendu tout à l'heure, mais on ne peut pas les mentionner pour le moment. Mais comme vous l'avez également entendu, on se dirige quelque part vers un second tour, John. Jacques Aristide, envoyé spécial de VOA Afrique à Bamako, merci d'avoir été avec nous. Élection toujours, les Zimbabwéens votaient ce lundi pour des élections générales, les premières depuis la chute de Robert Mugabe, dont le règne aura duré 37 ans. Au total, 23 candidats sont en lice pour la présidentielle, organisée donc en même temps que les législatives et les municipales. Emerson Mnangagwa, 75 ans, de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, défend son fauteuil face à l'opposant Nelson Chamisa, 40 ans, leader du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Irénée Herman Umbo. Jour de vote au Zimbabwe, ses habitants d'Harare se dirigent en toute discipline vers les urnes. Vérification du matériel électoral, représentants de candidats, forces de l'ordre et agents électoraux s'assurent de l'essentiel pour éviter tout climat de suspicion de fraude. La course pour la fonction suprême se joue entre l'actuel chef de l'État, Emerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Je suis heureux que la campagne ait lieu dans le calme et que le vote aussi se déroule dans le calme. Je n'ai aucun doute que tout se fera dans le calme. Le peuple a parlé, les gens s'expriment. C'est clair que c'est un vote pour la victoire, pour la liberté, pour la démocratie et pour un nouveau Zimbabwe. Je n'ai aucun doute que d'ici la fin de la journée, nous devrions avoir une expression claire pour le changement. À la mi-journée, la commission électorale a noté une participation élevée des Zimbabwéens à ce scrutin historique. Le président Mnangagwa a voté très tôt dans sa ville natale de Kwekwe. En début d'après-midi, son prédécesseur Robert Mugabe, accompagné de son épouse, a voté à Harare. Il s'est refusé à tout commentaire, mais la veille, il avait, lors d'une conférence de presse surprise, appelé les électeurs à faire chuter la ZANU-PF, ce qui laisse entrevoir qu'il donnerait sa voix à M. Chamisa, dont il a toujours combattu la formation. Embarrassé, le chef de l'opposition a nié toute alliance avec l'ancien président, espérant remporter la victoire. M. Mnangagwa reste toutefois favori de la présidentielle, mais l'écart entre les deux hommes s'est récemment réduit dans les sondages. Alors, en RDC, où Jean-Pierre Bemba est annoncé à Kinshasa mercredi en provenance de Bruxelles, acquitté par la Cour pénale internationale des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont on l'accusait, remis en liberté provisoire et conditionnelle. Poursuivi dans une affaire annexe par la CPI, M. Bemba veut aussi présenter sa candidature avant le 8 août. Suivons Jean-Pierre Bemba. Ce qui va se passer lorsque j'arriverai à Kinshasa, c'est mon inscription au niveau de la CENI, c'est ce que la loi électorale recommande, le dépôt de ma candidature avec l'ensemble des documents qui accompagnent le dépôt de la candidature. Et pour le moment, je n'en fais pas une fixation, mais je laisse d'abord la présidence de discuter avec l'ensemble de l'opposition et puis la question des hommes se poseront par la suite. Mais je crois, parlons d'abord d'un programme. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo demain? Et ça, je pense que c'est ça le plus important pour le moment en tout cas. Ajoutons que le président congolais Joseph Kabila a demandé à ses proches de lui chercher un dauphin en lui suggérant 4 noms à l'approche de la date butoir du 8 août pour le dépôt des candidatures en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indiquent certains membres du gouvernement et de la majorité présidentielle.
Élection toujours, les électeurs comoriens se sont prononcés ce lundi lors d'un référendum destiné à approuver ou non une réforme constitutionnelle. L'opposition avait appelé au boycott de ce référendum. En cas de victoire du oui, le président Azali Assoumani entend organiser une élection présidentielle anticipée en 2019, ce qui lui permettrait théoriquement de pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2029. Le vent de la diplomatie souffle sur la corne de l'Afrique. Après plus d'une décennie de tensions, l'Érythrée et la Somalie ont signé ce lundi à Asmara un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives. Roland Marshall, un expert sur la région, pense que c'est une belle occasion pour ces pays de construire un nouvel ordre régional avec en toile de fond de grands défis à relever. On l'écoute. Pour ces États de retrouver leur marque. Une autre, ça va être de reconstruire un ordre régional qui soit réaliste et en même temps qui fasse un peu place aux égaux des uns et des autres. Le nouvel ordre régional à construire, il reste encore à construire. Et donc il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur la capacité des uns ou des autres à faire des compromis. Il ne faut pas se cacher que le chemin va être difficile et le chemin va être long, sauf à vouloir faire de grandes déclarations qui, si vous voulez, auront beaucoup de problèmes à se matérialiser. Un sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC s'est tenu ce lundi à Lomé. C'est la première rencontre du genre entre les chefs d'État et de gouvernement de ces deux sous-régions. Au centre des débats, la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre. On fait le point de la journée avec notre correspondant à Lomé, Kaila Osson. Les 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre conjuguent leurs forces pour venir à bout du terrorisme et instaurer une paix durable dans les deux sous-régions. En se donnant rendez-vous à Lomé pour la première fois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC posent un acte en faveur de la paix. Ce sommet conjoint symbolise l'engagement des deux communautés à répondre aux défis sécuritaires de la coopération interrégionale. Les menaces sécuritaires transversales dans notre espace nous commandent d'agir de manière concertée et collective, au-delà de la question du terrorisme et de l'extrémisme violent. Dans l'espace CEAC et CEDEAO, examiné par ce sommet, nous devrions aussi élargir nos champs de coopération interrégionale aux autres questions sécuritaires. Compte tenu de l'influence de la crise libyenne sur la sécurité dans les deux sous-régions, la déclaration qui a sanctionné le sommet s'est prononcée sur la Libye. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde préoccupation face à la situation d'instabilité qui prévaut en Libye et ses conséquences sur la situation sécuritaire des États membres de la CEDEAO et de la CEAC et en appel à la communauté internationale en vue d'une sortie de crise rapide dans ce pays avec une implication active des États de la région. L'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à des menaces sécuritaires transfrontalières, y compris le terrorisme, l'extrémisme, les conflits liés à la transhumance, l'insécurité maritime et la piraterie. Kaila Osson pour VOA Afrique, Lomé. Ici aux États-Unis, des flammes et de la fumée en abondance. Quelques 12 000 pompiers poursuivaient ce lundi en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins 7 morts. Mais la sécheresse alimente des brasiers parfois encore incontrôlables et qui ont déjà dévoré des milliers d'hectares. Depuis jeudi, 2 pompiers ont été tués dans le comté de Shasta et 3 personnes ont péri dans les flammes. Plus brièvement. Et puis, donc, Donald Trump recevait ce lundi le Premier ministre italien. Vous écoutez et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. À la main, c'est le champ de prédilection des JDK. Rencontre avec Akosiwa Degbe, sa directrice. Nous irons au Burkina Faso pour parler du Koko Dunda, l'un des plus anciens tissus traditionnels du pays. En Algérie, les femmes vont à la chasse et ça se passe à Djoudjoura, un massif montagneux du nord. Akosiwa Degbe est la directrice de JDK, Écharpes et Foulards, une entreprise qui fabrique des écharpes et foulards en coton tissés à la main. Elle est également la directrice de communication de la branche togolaise du programme sur l'entrepreneuriat des femmes africaines, initié par le département d'État américain. C'est dans le cadre de ce programme qu'elle et 21 autres femmes ont séjourné pendant 3 semaines ici aux États-Unis pour un voyage de travail et d'échange. Son portrait est signé Arzuma Compaoré. Je suis Janine Akosiwa Degbe. J'ai une entreprise sociale qui travaille avec 2 groupes. Un groupe de femmes qui tissent les tissus. Tout ça, c'est tissé à la main. C'est du coton tissé à la main. Et un groupe de jeunes filles sourdes muettes qui confectionnent tous nos produits. Non seulement on se fait plaisir, mais on contribue en achetant nos produits à l'autonomisation des jeunes filles malentendantes du Togo, tout simplement. Ce que les États-Unis, à travers ce groupe, ce programme nous offre aujourd'hui, ça nous ouvre aussi les yeux à pouvoir commercialiser entre nous dans la zone régionale africaine, ce que nous ne faisions pas. C'est vrai que lorsque vous travaillez, vous tendez à gagner de l'argent et à avancer financièrement dans la vie. Mais ce qui m'importe le plus, c'est le côté social. Quand je vois tous ces sourires derrière moi, quand je vois ces jeunes filles qui ne savaient pas comment vivre de leur métier parce qu'elles sont malentendantes, et aujourd'hui, elles ont un travail. Quand je vois ce sourire, ça me rend plus que heureuse. En tant que femme, je deviens leader dans ma communauté. Tout simplement, j'apporte un plus aux femmes et aux jeunes filles. Nous devenons des mentors en quelque sorte. De belles créations. Restons dans le même registre. Bobo Dioulassou, la 2e ville du Burkina Faso, a accueilli un événement de mode initié par le designer Sébastien Bazemo, pionnier de la renaissance du Koko Dunda, l'un des plus anciens tissus traditionnels du pays. Allons à la découverte de ce génie du pain traditionnel, et c'est avec Blanche Sano. Dans son atelier à Ouagadougou, et l'autre, Bazemo n'a pas une minute à perdre. Avec ses assistants, il prépare des designs pour sa dernière collection basée sur le tissu Koko Dunda. Pour la petite histoire, ces tissus existent depuis des milliers d'années. Mais contrairement au Faso d'Anfani, le Koko Dunda a perdu son allure au fil des ans. Le styliste a donc décidé d'utiliser ce pagne dans des designs modernes pour renouveler son importance. Pour moi, c'est donner du boulot à nos chères mamans qui travaillent ce pagne depuis des années et qui ne gagnent pas gain de cause. Pour moi, c'est une manière de les soutenir. C'est sous son label Bazemse que le designer a organisé un défilé de mode. Le public était présent pour regarder des mannequins exhiber leur talent dans une rue transformée en podium. Lui, il nous a permis d'avoir un autre regard sur ce pagne. Aujourd'hui, c'est un beau pagne. On regarde plus la valeur du pagne, la beauté du pagne. Ce pagne est en réalité du tissu de coton fait à la main. Les teinturiers créent des motifs uniques en utilisant de la ficelle et de la cire de bougie, ce qui assure que les designs durent longtemps sans se décolorer. Depuis 30 ans, je teins le tissu basin et bogolan, mais nous avons commencé à travailler avec le Koko Dunda lorsque Bazemse l'a rendu populaire. Avec le bénéfice que je fais, j'ai réussi à envoyer 3 de mes enfants à l'université en Europe. Le Burkina Faso produit plus de 700 000 tonnes de coton brut par an, mais seulement 5% sont transformés localement.
Quant à Bazemo, il se dit confiant et croit qu'avec le soutien approprié, une industrie textile locale viable peut être développée. Ça se passe dans Burkina Faso, pays d'origine de Yacouba Ouedraogo, qui est là pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Coupe africaine pour commencer. 3 clubs ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions à l'occasion de la 4e journée disputée ce week-end. Fort de leur sans faute en phase aller, les Corbeaux du TP Mazembe ont fait un service minimum face au MC Alger 1-1 pour assurer leur qualification. L'Espérance de Tunis est allée chercher sa qualification à Kampala grâce à sa victoire 1-0 devant Kassissié. L'autre club tunisien, l'Étoile du Sahel, s'est aussi qualifié en battant Mbabane 2-0. Par contre, rien n'est encore joué dans le groupe C. Le champion en titre, le Wydad Casablanca, s'est tout de même rapproché des quarts de finale suite à sa victoire 2-0 contre les Guinéens de Oroya. En Coupe africaine, c'était aussi la 4e journée. Mais aucun club ne s'est qualifié jusque-là, en tout cas pour les quarts de finale. La Tunisie, la grosse performance, merci. Donc la grosse performance qui revient justement au Raja Casablanca, qui a humilié un LASEC d'Abidjan, 4-0. Renaissance de Berkane a été défait 0-1 en Égypte par Al-Masri. Les Algériens de l'USM Alger, par contre, tenus en échec à domicile 1-1 par les Rwandais de Rayon Sport, ont cédé leur première place aux Kenyans de Gor Mahia, vainqueurs des Young Africans 3-2 en Tanzanie. Les Ivoiriens de Williamsville d'Abidjan, donc, vainqueurs 2-0 des Nigérians d'Enimba, ravivent reprennent la tête du groupe B, juste devant le Kara de Brazzaville, victorieux 1-0 des Maliens de Djoliba. Et puis, autre chose, la Tunisie tient son nouveau sélectionneur en remplacement de Nabil Maloul. Fawzi Benzarti a quitté le banc du Wydad de Casablanca pour les Aigles de Carthage pour une durée bien sûr d'1 année renouvelable. La dernière expérience du Benzarti avec la sélection remonte à la CAN 2010 en Angola où l'équipe a fait 3 matchs nuls et quitté la compétition dès le premier tour. En poste au Wydad Casablanca, Fawzi Benzarti devrait $50 000 de pénalité au WAC, soit 2 mois de salaire. En contrepartie, cette disposition bien sûr étant contenue dans son contrat. En Europe, le Mar veut gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain, champion du monde avec la France, a relevé la barre de ses ambitions avec son nouveau club qu'il a présenté aujourd'hui. Formé à Caen, le Mar, 22 ans, a passé 3 ans sur le rocher entre 2015 et 2018 avant de rejoindre cet été l'Espagne contre 72 millions d'euros. Il y retrouve notamment 2 coéquipiers en bleu, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez, qui ont pesé dans sa décision. On les suit. J'avais déjà eu des échos d'Antoine et Lucas et j'en ai vu de mes propres yeux. C'est sûr que c'est une autre préparation que celle que j'ai connue auparavant avec Monaco. C'est beaucoup plus exigeant et plus difficile. Donc je m'y habitue, mais je pense que ça va payer au fur et à mesure de la saison. On va mettre toutes les chances de notre côté pour aller le plus loin possible et pour nous, pourquoi pas, essayer de gagner cette Ligue des Champions qui est à domicile cette saison. Bonne chance donc à Thomas Lemay et à vous. On se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. On se retrouve donc demain. Changement des décors, on vous amène à Djourdjira, donc un massif montagneux du nord de l'Algérie, sur la bordure méditerranéenne, pour découvrir un événement pas comme les autres, une compétition de tir ouverte aux femmes. Les Algériennes vont à la chasse. C'est un récit de Salwa Jafari. C'est une première pour Sarah. Être bon tireur, bonne tireuse dans ce cas, ce n'est pas du tout évident. Positionnement du corps, épaulé de l'arme, swing, respiration.
Sarah a la chance d'avoir son père à ses côtés pour sa première compétition. Je lui apprends ce que je peux et si elle veut continuer, c'est à elle de décider. Si elle veut arrêter aussi, c'est son choix. Souad Loukel est l'une des 3 femmes qui ont pris part à la compétition organisée avant la saison de la chasse. Bien que la participation des femmes ne représente qu'une fraction du nombre total de participants, elles ont reçu le soutien et l'encouragement de la part de leurs adversaires et des spectateurs venus nombreux. J'encourage les femmes à ne pas se limiter à ce qui est symbolisé pour les hommes. Donc c'est un sport, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait encouragé. Donc le Cheikh Nayel Imdirou, les limites, c'est un très bon sport et une très bonne expérience. Inch'Allah que ça existera encore des associations qui le font. Voilà. C'est un signe d'ouverture, c'est un peu le déblocage de la société parce que j'espère que ça va être la fin des tabous. Et puis pourquoi pas les femmes? Face à sa cible, Sarah ne se laisse pas intimider. Elle a tiré 4 balles, marqué 7 points. Pas mal pour une débutante. La saison de la chasse sera bientôt ouverte à Djoudjoura et le gibier n'a qu'à bien se tenir. C'est connu, les lionnes sont bien meilleures chasseuses que les mâles. Médaille méritée donc, quittons l'Algérie pour l'Égypte où de grands rêves peuvent venir en petite taille. En tout cas, c'est ce qu'estime Armi Ibrahim, 112 cm pour 40 kg, qui a décidé de réaliser son rêve de devenir un bodybuilder professionnel, même si cela fait rire. Aujourd'hui, âgé de 16 ans, il croit avoir trouvé sa vocation, aidé en cela par son entraîneur Mostafa Azab, qui souhaite qu'il devienne un modèle pour tous les jeunes qui sont comme lui. Si vous êtes un amoureux du cinéma, ce classement pourrait vous intéresser. Tom Cruise et Mission Impossible se sont hissés au sommet du box-office ce week-end avec des recettes de plus de 61 millions de dollars. Mamma Mia, Here We Go Again vient en 2e position du box-office avec 15 millions de dollars. Well, this whole place is incredible. I think It's great. You're helping all these random people. En 3e position, on retrouve The Equalizer 2 avec 14 millions de dollars. Suivent donc l'hôtel Transylvania, vacances d'été, Tintigo Go to the Movie, bien lui en 4e position. Titans, you guys are never actually doing anything heroic. What about that time we discovered that sweet diner and they had that food? That wasn't even a crime and you didn't save anything. We saved room for this. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même heure, même lieu. Très bonne écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.